Ce soir à l'émission, agir ensemble contre les violences sexuelles. Vraiment avoir une journée où on rassemblait des partenaires vraiment de tous les milieux. Et un souper dans le noir pour mieux comprendre la réalité des personnes handicapées visuelles et aveugles. Ça leur fait comprendre qu'est-ce qu'on vit nous autres. En entrevue, je reçois la professeure et chercheure Diane Dubeau qui nous parle de sa participation au documentaire « Elle m'a quitté ». Les hommes vivent plus difficilement la séparation conjugale. Je m'entretiens également avec le pianiste Richard Abel qui reprend son spectacle « Elegancia ». En 2005, j'ai fait le Centre Bell avec ce spectacle-là. Bienvenue à Accès local. Mardi 25 mars 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Hier, le Phare des Affranchis, qui est un organisme qui lutte contre l'exploitation des personnes dans les Laurentides, a tenu un événement de mobilisation contre les violences sexuelles. Vous étiez sur place. Oui Claude, c'est la première édition de cette journée de mobilisation sous le thème « Ensemble, comprendre, prévenir et agir en violences sexuelles » qui se déroulait donc au quartier 50+ à Saint-Jérôme. L'objectif de cet événement était de réunir les différents acteurs qui luttent dans la région contre les violences sexuelles, que ce soit des organismes communautaires ou alors des corps policiers, pour améliorer les connaissances de chacun et donc favoriser le travail d'équipe. Nathalie Clatte, qui est directrice générale au Phare des Affranchis, nous parle de l'importance de cette collaboration. C'est important parce que de toute façon, on peut pas travailler en silo. Puis on a décidé d'unir nos efforts pour vraiment avoir une journée où on rassemblait des partenaires vraiment de tous les milieux qui doivent travailler ensemble. Et pour plusieurs, déjà, le fond est vraiment de consolider ces collaborations-là pour être en mesure d'avoir un filet de sécurité qui est beaucoup plus durable, plus cohérent. Dans la région, il y a déjà 2 tables de concertation à ce sujet. Le comité intersectoriel en agression sexuelle des Laurentides et la table régionale contre la traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle qui offre des perspectives multidisciplinaires sur la problématique des violences sexuelles. Ce sont ces 2 tables de concertation qui organisaient l'événement d'hier. Et quels sont les thèmes qui ont été abordés durant cette journée-là? Alors, il y a eu des conférences et des activités sur différents sujets, sur l'intervention auprès des victimes et des agresseurs notamment, sur des réalités précises comme celle des enfants témoins ou alors des membres de la communauté LGBTQ+. Il a été question d'un problème plus récent aussi, mais de plus en plus répandu, le rôle que l'intelligence artificielle joue dans l'exploitation sexuelle. On écoute à ce propos Mme Clatte. C'est une réalité qui est de plus en plus présente et c'est utilisé à des fins de facilitation de violences sexuelles, d'exploitation sexuelle ou d'agression sexuelle. Donc, c'est important pour nous de donner une base là-dessus à nos partenaires. C'est certain que ce n'est que le début de la conversation en matière d'intelligence artificielle parce que c'est un sujet qui est très vaste. Et l'exploitation sexuelle, est-ce que c'est un phénomène qui est quantifié, ça, dans les Laurentides? En 2020, une étude menée par le Phare des Affranchis en collaboration avec le Cégep de Saint-Jérôme identifiait 315 victimes d'exploitation sexuelle dans les Laurentides et 80 cas suspectés, ce qui serait seulement la pointe de l'iceberg, selon Mme Clatte. Et parallèlement à cette mobilisation, le Phare des Affranchis lance aussi une campagne de sensibilisation contre la fraude. Oui, parce que l'organisme lutte contre toutes les formes d'exploitation des personnes et la fraude est un type d'exploitation financière. En 2023, près de 37 000 Québécois ont été victimes de fraude, une augmentation de 15 % en 2 ans. Et quels sont les types de fraudes les plus fréquents? Alors, il y en a 3 qui reviennent le plus souvent. La première, c'est la fraude grands-parents qui vise surtout les personnes aînées. La personne qui extorque de l'argent se fait passer pour un petit enfant ou une personne proche de la personne pour lui demander de l'argent sous prétexte d'une urgence comme un accident de voiture, par exemple. En 2022, 723 000 $ ont été fraudés au Québec seulement par l'arnaque grands-parents. Selon le Centre antifraude du Canada, ce sont 9,2 millions de dollars qui ont été volés de cette façon dans les 10 dernières années. La deuxième catégorie de fraude qui est populaire, c'est le stratagème du faux représentant. Donc, le fraudeur se fait passer pour un employé d'une banque, par exemple, pour soutirer de l'argent. Et finalement, la troisième fraude la plus fréquente, c'est la fraude amicale ou amoureuse. Ça passe d'abord par les réseaux sociaux où le fraudeur repère des personnes plus vulnérables et isolées et qui joue sur ce sentiment, donc pour les faire sentir aimées et comprises. Et au bout d'un moment, le fraudeur commence à demander de l'argent dans le but de venir rejoindre la personne et bien sûr, la personne n'arrivera jamais à destination. Et quels sont les outils qui ont été développés par le Phare des Affranchis pour contrer cette vague de fraude? C'est une trousse aide-mémoire qui a été lancée durant le mois de prévention de la fraude, soit le mois de mars. Cette trousse contient un feuillet, un aimant, un autocollant et un bloc-notes qui rappelle la formule STOP. Donc, essentiellement, cette formule explique que lorsqu'on demande de l'argent ou que la demande implique des informations personnelles, que cela se fait dans l'urgence et que
la mise en scène paraît officielle, il faut se douter de quelque chose. L'objectif de cette trousse, c'est d'avoir un aide-mémoire chez soi, près du téléphone peut-être, pour que dans l'urgence, on prenne un moment pour se questionner sur l'origine de l'appel. Parce que Mme Klatt le rappelait, ça peut vraiment arriver à tout le monde d'être victime de la fraude, pas seulement les personnes aînées. Les personnes intéressées peuvent contacter le Phare des Affranchis pour se procurer gratuitement une trousse en anglais ou en français. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question d'un souper dans le noir. À plus tard, Claude. Le comité Village de l'aile Sainte-Thérèse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville annonce la toute première édition de son événement gourmand Village en blanc. La soirée se tiendra le jeudi 10 juillet sous un chapiteau aménagé dans le stationnement de l'hôtel de ville de Sainte-Thérèse. 150 invités habillés en blanc y seront pour un souper proposant les spécialités de 7 restaurants thérésiens. En créant cet événement, l'aile Sainte-Thérèse veut démontrer son désir de soutenir les entreprises locales, de créer des projets porteurs pour l'économie d'ici et de veiller à faire rayonner ces entreprises. Le département de français du Cégep de Saint-Jérôme et l'équipe de l'Étendard organisent la 5e édition de l'intercollégiale des revues littéraires et artistiques, un événement qui se tiendra du 25 au 27 avril sous le thème « Le chemin ». Cet événement rassemble des passionnés de littérature en provenance de différents cégeps du Québec pour découvrir notamment les processus de création et de publication. Plusieurs activités sont prévues comme des ateliers, des conférences et des discussions sur l'écriture, l'illustration et la mise en page. Les élèves de 4e et 5e secondaire sont par ailleurs invités à participer à quelques-unes des activités proposées dans le but de découvrir le tout nouveau programme Arts, Lettres et Communication, option littérature et publication offert par le Cégep de Saint-Jérôme. Professeur-chercheur au département de psychoéducation de l'Université du Québec en Outaouais, Diane Dubo apparaît dans le documentaire « Elle m'a quitté » de Karina Marceau, qui traite de la rupture amoureuse du point de vue des hommes. Elle est avec nous pour en parler. Madame Dubo, bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est un documentaire qui est fait de témoignages, qui présente des outils là, qui sont destinés à venir en aide aux hommes qui vivent difficilement la détresse qui est provoquée par la rupture amoureuse dans une dynamique de couple essentiellement hétérosexuelle. En tout cas, c'est comme ça que c'est montré dans le documentaire. Vous y apparaissez pour une raison très précise dont on va parler, mais d'abord, j'aimerais savoir ce que vous en pensez globalement de ce documentaire. C'est un documentaire qui est extrêmement intéressant, dans le sens où je pense que c'est un phénomène qui n'est pas banal, la séparation. Ouais. Elle touche de nombreuses familles, les mères, les pères, les enfants. C'est une situation qui suscite beaucoup de stress. Mais les hommes vivent plus difficilement, pour un ensemble de raisons. Ouais. Les hommes vivent plus difficilement la séparation conjugale. Et c'est important de le mettre de l'avant, d'entendre ces pères-là, puis de voir aussi les ressources qui peuvent leur être offertes pour mieux composer avec cette transition-là qui est importante. Dès les premières secondes, d'ailleurs, de ce documentaire, on entend Karina Marceau qui nous dit qu'elle aborde un sujet délicat parce qu'il est genré et qu'en ce sens, il prête flanc à la critique avant même qu'un seul mot soit prononcé. Est-ce que le fait de suggérer que la rupture amoureuse soit plus difficilement vécue chez les hommes, est-ce que ça peut choquer, ça? Probablement que, effectivement, ce qu'on observe, c'est que ça fait réagir, oui. Hein, comme tout sujet qui est plus genré. Par contre, en même temps, les études, ce qu'elles nous montrent, hein, on a étudié, on a entendu des pères, on a entendu des mères, on entend des professionnels qui interviennent auprès de ces parents-là, dans ces contextes-là. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'effectivement, ils vivent plus difficilement. Et donc, leur réaction, leur façon de réagir va se distinguer à certains égards de celle des mères. Et c'est important de bien le comprendre pour mieux apporter le soutien à la fois aux pères, ouais. Comme on doit apporter un soutien qui est adapté aussi aux mères, qui peuvent vivre plus difficilement, ou aux enfants aussi. Donc, bien comprendre la réalité de chacun est importante. Puis, en ce sens-là, ça l'implique de devoir dire, mais voici ce que nous disent les pères, voici ce que nous disent les mères. Et ça ne veut pas dire que ce sont tous les pères ou toutes les mères qui vivent ces situations-là, mais ça nous permet de voir comment on peut mieux leur apporter un soutien pour les accompagner dans cette transition-là. On nous dit, on mentionne dans le documentaire que dans la très grande majorité des ruptures, c'est la femme qui en fait l'annonce. Comment on explique ça? Est-ce que c'est parce qu'elle est plus courageuse? C'est une bonne question. Ça fait poser souvent comment ça se fait que les hommes, davantage les femmes qui font l'annonce officielle. Qu'est-ce que ça veut dire l'annonce officielle? Il y a des études qui critiquent aussi, souvent, on va
poser la question qui a fait l'annonce officielle. Mais l'annonce officielle, elle peut venir, comment on la définit, cette annonce-là? Est-ce que c'est quand j'ai dit que c'était fini? Est-ce que c'est quand j'ai pris des démarches au niveau juridique? C'est pas toujours évident. Mais les études montrent que c'est plus fréquemment les femmes qui font cette annonce-là, qui vont dire à un moment donné, ben c'est assez, on se sépare. Les hommes vont nous dire, ben je l'ai pas vu venir. Oui, c'est ça, c'est le grand mythe, ça. Et souvent, les gens vont nous dire, ben comment ça, tu l'as pas vu venir? Ça fait plusieurs fois qu'on s'en pense, ça fait plusieurs... Mais en même temps, ce qu'on dit, c'est effectivement, ça fait plusieurs fois. Pourquoi celle-ci, ça va être la bonne et qu'on va y mettre fin? Et lorsqu'on creuse un peu avec les pères, ce qu'ils vont nous dire, ouais, c'est vrai que ça allait plus ou moins bien. C'est vrai qu'on avait quelques difficultés sur ces aspects-là. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une diminution. La décision, elle se prend plus de façon commune, de plus en plus. C'est-à-dire que le couple se rend compte que ça fonctionne plus, que leur relation est plus aussi épanouissante qu'elle l'était. Donc, ils décident de mettre fin à cette relation-là. C'est une décision qui est plus commune. Ouais. Mais lorsque la femme annonce de façon plus officielle que c'est fini, bien souvent, ils sont pas... Le défi, c'est qu'ils sont pas rendus à la même étape. Donc, pour la femme, elle y a réfléchi. Elle a laissé plusieurs tentatives d'essai pour voir si ça va se résorber, si ça va s'améliorer. Et là, à un moment donné, c'est assez. Elle a pris les démarches, elle a réfléchi. Donc, au niveau du processus de deuil, ils sont pas rendus à la même étape. L'homme est souvent en état de choc. Oups, c'est la fin. C'est comme si là, c'est vraiment... Donc, j'ai pas réfléchi à les modalités de garde de l'enfant. J'ai pas réfléchi à où je vais aller habiter, alors que la femme a déjà préparé ces étapes-là. Fait qu'il y a comme un décalage qui vont influencer les étapes ultérieures, comme je l'ai mentionné, au niveau de la garde des enfants. Vous intervenez, vous, dans le documentaire, comme une spécialiste de la paternité. Alors, comment la paternité peut aider les hommes à traverser cette détresse-là? L'enfant, c'est un levier extrêmement puissant d'espoir. La relation, les pères d'aujourd'hui sont beaucoup plus engagés et présents auprès de leurs enfants que ne l'étaient les pères de la génération antérieure. Donc, très tôt maintenant, avec le congé parental, le congé de paternité, les pères vont être présents auprès de leurs enfants. Ils veulent être présents. Donc, ils vont être très, très tôt dans la vie de l'enfant. Ils vont développer une relation. Puis cette relation-là, ben ils vont vouloir la maintenir, même s'il y a séparation. Vous dites que l'enfant est un marqueur de routine. Je pense que c'est important, ça. Tout à fait. Oui. Alors, c'est ce qui fait aussi que c'est un levier d'espoir, c'est que l'enfant, il structure notre temps. L'enfant, il va se lever le matin, il va avoir faim, on va aller le reconduire à la garderie, on va aller le reconduire à l'école. Donc, il structure notre routine. Si par la séparation, je quitte le domicile familial, je me retrouve tout seul parce que je pense pas nécessairement amener les enfants avec moi parce que je suis sur le choc, bien, à ce moment-là, moi, dans mon quotidien, j'ai pas les enfants qui me marquent cette routine-là. J'ai plus porté à réfléchir à la situation que je vis, à ce que ça me fait vivre comme émotion, tout ça. Alors que avec les enfants, ben même si je suis triste, même si je peux être des fois un peu en colère, ben les enfants vont nous dire, ben j'ai faim. Faut aller à l'école. Donc, ça me permet de prendre un recul. De nous ancrer dans le réel. Il y a une jeune intervenante dans ce documentaire-là qui travaille maintenant dans le réseau des maisons Oxygène qui viennent en aide aux hommes qui vivent des ruptures. Elle a vécu ça, elle, avec ses parents. Et elle dit ceci, que quand on aide les pères, on aide tout le monde autour. Il nous reste plus beaucoup de temps, là, mais je suis pas mal sûr que vous êtes de cet avis-là. Tout à fait, tout à fait. On voit les bienfaits de la relation du père avec l'enfant, mais mieux le soutenir puis favoriser le maintien de ces contacts-là avec les deux parents. Les enfants ne se séparent pas de leurs parents. Donc, pour eux, c'est important, la relation avec leur père, avec leur mère. Et si on les soutient, bien, ça l'aide aussi la maman. C'est moins de stress, elles se sentent plus en sécurité aussi. Et pour les enfants, bien, de maintenir ce contact-là, c'est précieux. On n'est pas trop de doute pour s'occuper d'un enfant. Alors voilà, en terminant, je rappelle que ce documentaire d'une durée de 52 minutes s'appelle « Elle m'a quitté ». On peut le trouver sur tout.tv, peut-être sur d'autres plateformes, je ne sais pas. Mais Diane Dubeau, merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir.
La ville de Mirabel annonce sa participation à la 9e édition d'Aéromar Montréal qui se tiendra du 25 au 27 mars au Palais des Congrès de Montréal. Dans le cadre de ce rendez-vous international de l'industrie aérospatiale, Mirabel partagera un kiosque avec son partenaire Aéroport de Montréal. Reconnu comme l'un des 3 plus importants événements mondiaux du secteur aérospatial, au même titre que les salons du Bourget et de Farnborough, Aéromar Montréal est une occasion de mettre en valeur l'écosystème aérospatial de la région. La 2e édition de la soirée Mysterium, présentée par Desjardins au profit de la Fondation Palliavi, a connu un fort succès cette année. L'événement a permis de récolter plus de 111 000 $, une somme record pour Mysterium. Celle-ci contribuera directement à offrir des soins et des services sans frais à la clientèle de Palliavi, c'est-à-dire les personnes atteintes de cancer, les proches aidants et les endeuillés. Pour réaliser sa mission, Palliavi doit amasser plus de 2,4 millions de $ annuellement, dont près de la moitié provient des dons et des activités de financement. Ce soir à l'émission, depuis plus de 45 ans, le pianiste Richard Abel mène une carrière bien remplie qu'il a continuellement menée vers le succès. C'est quand il fait résonner son instrument qu'il est le plus heureux, raison pour laquelle il convie son public à un concert tiré de son album Elegancia le dimanche 18 mai à l'église Notre-Dame de l'Assomption. C'est un plaisir de l'accueillir. Richard Abel, bonsoir. Oui, bonsoir Claude. Ce ne sera pas la première fois que vous présentez ce spectacle-là, qui constitue, dites-vous, un moment marquant dans votre carrière. Alors, quelle importance est-ce qu'il a pris dans la longue liste là, de tout ce que vous avez accompli? En fait, c'est le spectacle qui a fonctionné le plus. Ouais. En 2005, j'ai fait le Centre Bell avec ce spectacle-là. Un spectacle dans lequel les valses sont à l'honneur. Ouais. Un spectacle dans lequel mes violonistes sont habillés comme des Sissi impératrices, là, des belles princesses. On a des coiffeurs, des habilleurs, des habillés. Et ça offre du rêve aux gens. Ouais. Et je jasais dernièrement avec une grande résidence, les Marronniers à Laval, pour pas la nommer, qui me disait, Monsieur Abel, vous êtes l'artiste qui a passé le plus souvent chez nous à cet endroit-là. Puis oui, puis elle a dit, votre premier spectacle, c'était en 2006, et puis c'était Elegancia avec les robes. Ils ont dit, les gens qui sont encore ici, qui ont vu ça, m'en parlent encore. Ils s'en souviennent. Puis ils m'ont dit, est-ce que pour la Fête des Mères, vous aimeriez le représenter? Sortir les robes, puis tout ça, là, c'était déjà pacté bien loin, là. Ben, j'ai dit, oui, je pourrais le représenter. Et puis quand j'ai dit ça ici à Madame Pierrette Lauzon. Madame Pierrette Lauzon est une femme avec laquelle j'ai fait 12 spectacles. Oui, elle a organisé beaucoup de elle était la présidente du Club Lion de Blainville et tout ça. Alors, elle me dit, j'aimerais ça, elle dit, Richard, les gens m'en parlent encore de ce spectacle-là. Ben, j'ai dit, la résidence aussi me dit ça. Alors, ben, écoute, on va présenter ce petit spectacle-là 3-4 fois. Alors, je fais Cité-Rive à Montréal, des grandes résidences, et quelques spectacles. Je m'en vais à Louisville la semaine prochaine. Et les gens me disent, ben, tu nous offres du rêve. Tu sais, j'ai des danseurs qui dansent. Et là, même si dans une église, mes danseurs dansent dans l'allée, tout ça. Et c'est ça, on offre c'est comme du rêve. Hein? C'est de vivre à une autre époque. Alors, moi, j'ai une espèce de costume de Mozart. Ben oui, puis c'est bon. Le spectacle s'appelle Elegancia. Et l'élégance, Richard Abel, c'est un mot, je trouve, qui vous définit bien. Pas seulement sur le plan esthétique, ça a l'air d'un mode de vie chez vous. L'élégance, oui, je pense que oui. Et quand j'étais plus jeune, j'en parle dans ma biographie, je voulais devenir médecin. J'avais fait des études en biochimie, tout ça. Et finalement, j'ai bifurqué en musique. Et le premier travail professionnel que j'ai eu, ça a été pianiste et chef d'orchestre de Michel Louvain. Ouais. Et M. Louvain m'a donné ça, l'élégance, la tenue vestimentaire. C'est de là que ça vient. Je me présente, pardon, je touche au micro, je me présente devant le public et puis je pense que d'être bien mis, tout ça, c'est un respect. Moi, j'ai vu des rockers, là, M. Desjardins, qui se présentaient même à la télé, là, en camisole et tout, tu sais. Et par contre, à leur mariage ou au 50e départ, là, ils avaient un habit, et puis ils avaient une cravate, puis tout ça. Pourquoi? Par respect pour les gens qu'ils allaient visiter. Alors, on démontre que quand c'est le temps de montrer un respect, on s'habille. Dans ce spectacle-là, on va aussi entendre la très belle voix, la voix
très impressionnante de Carole Cazat, qui sera l'artiste invitée. Hein. Ouais. Elle occupe une place importante dans votre carrière, tout comme vous dans la sienne. Parlez-nous de cette dame. En fait, c'est je l'appelle, moi, je dis qu'elle a un diamant dans la gorge. Je l'ai rencontrée il y a longtemps, je pense une vingtaine d'années, par hasard dans un restaurant. J'étais en train de manger et j'en ai oublié mon repas, de l'entendre chanter. Puis elle faisait des petits airs d'opéra aussi, des fois vers la fin, et on se réunissait tous autour du piano. Et puis, je lui ai dit un jour, madame, on va faire quelque chose ensemble. Elle m'a avoué après ça de dire, ouais, on me dit ça souvent. Et finalement, moi, je sais les paroles, je dis jamais, hey, on va aller déjeuner. T'sais, on s'appelle et on déjeune. Moi, ça fait pas partie de mon vocabulaire, ça, à moins que le cœur participe au dialogue. Alors, et elle a été surprise que je l'appelle quelques semaines après pour l'inviter dans un concert. Et ça fait 15 ans de ça, au moins 15-20 ans. J'ai arrêté une fois, c'est quand j'ai fait une tournée il y a 2 ans pour souligner mes 40 ans de carrière. Et j'avais Claudette Dion comme invité spécial qui faisait 4-5 chansons. Alors, Carole a pris un congé pendant ce temps-là. C'est le producteur qui m'avait suggéré Claudette. Mais là, je reviens à mes anciennes amours et puis j'ai demandé à Carole, parce qu'elle a une voix d'ange et puis dans une église... registre très large. Oui, c'est beau, tu sais. Puis à un moment donné, elle fait l'Ave Maria de Schubert ou des trucs comme ça. Puis il était une fois dans l'Ouest, puis avec sa voix qui monte là, comme un oiseau. Je trouve que ça va bien dans ce spectacle-là. Il y a cette phrase qui vous suit depuis longtemps, « J'irai là où ma carrière m'amène ». On est en 2025, Richard Abel. Vous aurez bientôt 70 ans. Votre carrière, elle est pas finie. Mais quand on arrive à cet âge-là, on est mature, on a eu le temps de réfléchir à plein de choses. Alors, je vous pose la question, elle vous a amené où jusqu'ici, votre carrière? Elle m'a amené dans bien des endroits... Parce que moi, au départ, comme par exemple ce spectacle-là, des valses, moi, mes fans, j'avais un grand fan club, j'avais au-dessus de 7-8 000 membres. Puis les gens m'écrivaient, vous devriez faire un album de valses, et ça. Je dis, pourquoi des valses? Moi, je faisais de tout, je suis éclectique comme musicien. Et c'est quand j'ai compris qu'ils étaient des fans de André Rieu, le violoniste. Alors, je me suis dit, c'est bon, OK, je vais... Les fans le demandent. Alors, moi, je m'en allais dans cette direction-là, puis les fans m'ont emmené ailleurs. La carrière m'a emmené ailleurs aussi. Je serais jamais allé en Inde. J'ai fait 4 tournées en Inde. Et ça m'a amené à jouer devant le prince Philippe, le duc d'Édimbourg, pour des présidents aussi, puis des premiers ministres ici, M. Mulroney. Je m'appelle M. Mulroney, j'avais joué pour son anniversaire chez lui, sur la rue Sussex. Alors, la carrière m'a emmené dans plein d'endroits, plein d'aventures. Vous avez rencontré Liberace aussi. Elle est vraiment pas banale, cette carrière-là. D'ailleurs, vous avez vendu plus d'1 million d'albums. Oui, vous avez gagné 5 Félix. Et là, il y a ce spectacle qui s'en vient, Elegancia, 18 mai à l'église Notre-Dame de l'Assomption. Les gens, donc, à appeler, composer le numéro de téléphone qui apparaît en bas de l'écran par la Pierrette Lauzon, acheter leur billet. Richard Abel, c'est toujours un plaisir. Merci de me recevoir. À la prochaine. On est de retour avec Clara Maté-Genet. L'Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides a tenu un souper dans le noir la fin de semaine dernière. Vous avez tenté l'expérience. Oui, Claude. Donc, c'est une activité de sensibilisation de la PHVAL pour mieux comprendre la réalité des personnes ayant un handicap visuel. Parce que manger sans les yeux, c'est un défi. Alors, je vais laisse découvrir ça dans notre reportage de ce soir. Nous sommes au Centre culturel Val d'Espoir à Mirabel. Et pour un souper dans le noir organisé par l'Association des personnes handicapées visuelles des Laurentides. Et ce soir, nous sommes 190 personnes avec une conférencière qui s'appelle Isabelle Fontaine qui a donné toute une conférence et avec un bon repas. Alors, les gens sont très heureux de leur expérience. Au niveau du souper dans le noir, c'est pas comme le restaurant, faire un souper dans le noir à Montréal, où ce que tu rentres et que toute la salle est noire, c'est des personnes aveugles qui servent, etc. Pour des gros groupes comme nous, les gens ont un bandeau pour cacher les yeux et ont une blouse protectrice pour pas tacher leurs vêtements. Et durant le temps du souper, ils développent leur sens, leur autre sens, autre que la vue, naturellement, d'essayer de manger, de goûter, de deviner c'est quoi, d'essayer de trouver sa coupe de vin, pas l'échapper. Alors, c'est une belle expérience, puis ça fait longtemps que ça existe, des soupers dans le noir organisés. Ma mère était aveugle, elle aussi, elle s'occupait de l'association de Laval dans les années 90. Elle faisait des soupers dans le noir dans ce temps-là. Même mes filles étaient bénévoles à l'âge de 10-12 ans.
Alors, j'ai fait avec ma mère au moins 4 soupers dans le noir. Puis quand on a parti de l'association ici, c'était une priorité d'avoir ça. Alors, on a fait la première l'année passée à Saint-Sauveur. On était 110 personnes. Maintenant, on est 190 personnes. C'est une augmentation de quasiment 80 %. Alors, on espère que dans 1 an ou 2, on soit rendu à 300-400 personnes. Des gens qui ont une bonne vue et qu'ils n'en croyaient pas leurs yeux de comment c'était compliqué de vivre dans le noir. Alors, il faut tout que tu réapprennes. Il faut t'organiser tes sens. Faut que tu essaies de deviner les choses. Alors, les gens sont comme époustouflés là, de voir qu'est-ce qu'on pouvait vivre, nous autres. Pas dans mon cas, parce que moi, je suis pas complètement aveugle. Je suis à 90 % aveugle. Mais mon tour s'en vient. Mais, je veux dire, les gens voient déjà un peu qu'est-ce que c'est. Imaginez-vous marcher dans la rue quand tu es aveugle, aller faire ton épicerie ou toutes sortes de choses du genre, c'est vraiment spécial. Là. Je suis demi-voyant, oui. Okay. Je vois à 15 %. Le monde, là, au moins, ils comprennent qu'est-ce qu'on vit. Parce que ceux qui voient bien, ils savent pas qu'est-ce qu'on vit dans la réalité. C'est de chercher ce qu'on mange. C'est pas évident. C'est qu'on tente avec nos doigts, tu le quittes. Je vois juste d'un œil. L'autre œil, je vois pas du tout, mais je vois juste de proche. Puis je vois pas les traits des visages quand je parle aux gens. OK. Tu sais, fait que si y a une personne que je rencontre qui a les cheveux de la même couleur, la même longueur que vous, je saurais pas laquelle est laquelle. Je vais vous prendre pour 2 sœurs jumelles, même si vous vous connaissez même pas. Ça leur fait comprendre qu'est-ce qu'on vit, nous autres. Que ça se peut qu'on ait des gros morceaux plus gros qu'on pense parce que vu qu'on les voit pas. Là, eux autres, ils vivent comme « Oh, Colin, ouais, hein, moi aussi, je me mets une grosse bouchée dans la bouche. » Ouais, là, tu sais, ils comprennent plus ce qu'on vit, nous autres, quand vient le temps des repas. Comment que c'est pas évident tout le temps avoir des bouchées normales ou des plus petites bouchées ou, tu sais, qu'on pique de quoi puis qu'on pense qu'on a de quoi dans la fourchette puis on la met à notre bouche. Ah, il n'y a plus rien. Tu sais, au moins, ça les sensibilise beaucoup plus. Ça me touche qu'une association fasse ça pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'on vit. Pourquoi on veut que ce soit à côté de l'assiette, les os, puis tout ça. Au moins, là, les gens sont sensibilisés, ils comprennent. À soir, tu te fermes les yeux avec le bouclier, avec le masque, mais à un moment donné, t'es perdu. Tu l'ôtes, puis tu regardes. Mais le non-voyant, il peut pas l'ôter, le masque, il ne voit pas. Ça fait que c'est quelque chose à réfléchir. J'ai eu beaucoup de misère à... J'étais pas capable de manger avec le masque noir. Pour moi, c'était trop difficile. Je filais comme claustrophobe. J'étais tout étourdie. Il a fallu que j'enlève mon masque. Je lui lève mon chapeau. C'est vraiment des personnes courageuses. C'est une autre réalité, hein. Nous, on le sait pas ce que c'est. Puis là, de le faire ce soir, puis on l'a fait pour vrai. On a vraiment embarqué. Mais on a utilisé nos mains. On a vraiment utilisé nos mains, puis ça a bien été. Mais le son, le bruit, le goût, tout était différent. Fait qu'on a eu une belle soirée. Très intéressant. Merci Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Nos artisans suit à l'instant. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.